Alors, notre dernière speakeuse est docteure en intelligence artificielle. Elle est actuellement responsable sciences chez Humano, une entreprise qui crée des logiciels pour améliorer les interactions des robots sociaux, avec la volonté de rendre la relation entre l'homme et le robot la plus naturelle possible. Du coup, je vais laisser la parole à Amélie Cordier. Merci. Bon, il faut que je meuble 2 minutes, le temps qu'une intelligence artificielle trouve comment brancher le vidéoprojecteur. Mais c'est bien, elle rend bien. Hein. Bon, sinon, c'est pas très grave. Hein. Je peux faire la présentation sans les slides. C'est juste pour la vidéo, quand je vais devoir vous mimer des agents, ça va faire un peu bizarre. Je commence du coup ? Bon. C'est un peu dommage parce que les 10 premiers slides sur 15, ça se jouait en 5 secondes, mais c'est pas grave, je vous les ferai en version décalée. Donc, ce que je fais dans la vie, c'est de l'intelligence artificielle. Je fais ça depuis 10 ans dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le LYRIS à Lyon. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et puis, un jour, il y a des gens de chez Humano, une boîte qui fait des robots d'interaction. On en parlait. Les robots sont-ils conscients ? Qui est venu me voir en me disant j'aime bien ce que tu fais, c'est original, c'est pas du deep learning, c'est pas comme ce que font les autres. Et j'aimerais bien que tu mettes ça dans nos robots d'interaction. Et depuis, je travaille pour cette société-là. Ah, peut-être que ça va fonctionner. Ah, parfait. Voilà. Ça va marcher quand même. Hop. C'est pas grave. Attends, je vais... Ouais, t'as le zapper. Ah, ça spoil tout et tout. Ok, alors ouais, donc ça commence par un point d'interrogation parce que j'ai longtemps cherché un titre à cette présentation, j'ai pas trouvé, donc je vais laisser comme ça. Alors du coup, est-ce que je peux faire ça ? Ouais, formidable. Alors parfois, donc du coup, depuis que je fais de la recherche, souvent je me dis que j'aimerais bien avoir une machine à voyager dans le temps, parce que un de mes rêves, ce serait de vivre à l'époque de Turing et de me dire tiens, c'est super, il y a des machines qui sont en train d'être fabriquées, par moi en l'occurrence, si je suis Turing, ce qui n'est pas le cas. Et j'aimerais bien ressentir ce que ça fait que d'être à la place de ce gars qui essaye d'imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec ces machines qui n'existaient pas jusqu'alors, en tout cas pas à ce niveau de performance, et qui, on le sait, vont arriver sur le marché, vont être disponibles, et de se dire quelles nouvelles choses on va pouvoir inventer, quels problèmes on va pouvoir résoudre, sans pour autant se plonger dans des questions éthiques et morales, ce qui n'était en l'occurrence pas son cas. Et du coup, alors oui, juste pour la petite anecdote, hein, vous en parliez tout à l'heure, les ordinateurs à l'époque de Turing, les rares qui existaient, ça ressemblait un petit peu à ce que vous voyez sur cette image-là. Ça, c'est un ordinateur de 1950 que Turing cite d'ailleurs dans son article en disant voilà, grâce à cet ordinateur, on va pouvoir faire des calculs, on va pouvoir jouer aux échecs, on va pouvoir faire des choses compliquées. Et en fait, ce problème de se dire je me projette en arrière, en 1950, et j'essaye d'imaginer ce qu'on peut faire avec les ordinateurs, je me le pose aujourd'hui, au quotidien, tous les jours, et j'essaye d'imaginer, malgré l'avancée actuelle des technologies, j'essaie de me dire on fabrique de nouvelles choses, on fabrique de nouveaux objets, surtout on fabrique de nouvelles technologies, certaines dont vous n'avez probablement même pas entendu parler, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir aller encore plus loin dans notre société, dans notre humanité, avec ces nouvelles technologies. Et en fait, c'est un défi intellectuel qui est vraiment intéressant, et je suppose que c'est un petit peu celui que vous allez aborder pour ceux qui restent ce week-end, et sur lequel vous allez travailler. Mais en même temps, donc ça c'est mon côté un peu rêveur, où je me dis qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer demain, j'y reviendrai à la fin de la présentation, et en même temps, dans la vie, je suis pragmatique, et j'aime faire des choses qui fonctionnent. Alors, il y a un truc qui m'énerve en ce moment, pour dire les choses très honnêtement, et s'il y a des amateurs de deep learning dans la salle, vous pouvez préparer vos tomates. C'est tout l'engouement qu'il y a autour du deep learning. C'est vrai, c'est formidable. Ça résout des tas de problèmes, en particulier sur la perception.
la perception visuelle, la perception auditive, la perception de tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, peut se représenter selon un pattern qu'on peut analyser de manière analytique, c'est le cas de le dire, pour en déduire un sens. Moi, personnellement, ça m'énerve profondément qu'on soit obligé de montrer 300 000 images de chats à un ordinateur pour qu'il puisse nous dire avec 97% de certitude « ceci est un chat » quand on en présente une nouvelle. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je parie, et je suis prête à parier ma veste que j'aime beaucoup, que lorsque vous étiez petit, on n'a pas eu besoin de vous montrer 300 000 exemples de chats pour découvrir ce que c'était qu'un chat. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de faire du deep learning. Hein. Continuons. Si les ordinateurs sont pas capables d'être intelligents autrement, donnons-leur au moins une chance. Mais moi, ce sur quoi je fais ma recherche, c'est sur des technologies qui soient un petit peu en marge de ce qu'on fait dans le deep learning. Et en particulier, j'applique ça aux robots d'interaction. Alors, pourquoi les robots d'interaction ? Pas parce que c'est anthropomorphe, pas parce que c'est drôle, si en fait oui, clairement parce que c'est drôle, mais surtout parce qu'il y a un rapport à l'objet qui m'intéresse dans ma recherche. Pendant 10 ans, j'ai fait ça sur des agents virtuels. Le problème du virtuel, c'est que comme c'est dans un ordinateur, vous pouvez le modéliser, vous pouvez le maîtriser, vous pouvez le contrôler et vous avez un accès rigoureux à votre agent. Dans le monde réel, c'est un autre problème. Et c'est pour ça qu'on travaille avec ce genre de petits robots. Alors, j'avais prévu de passer un temps à vous expliquer la divergence de point de vue habituelle en intelligence artificielle entre ceux qui se disent ouais, nous on veut faire de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes, quoi qu'il en coûte, quelle que soit la méthode. Ça, c'est les usages du deep learning. En un sens, ils ont raison parce que c'est eux qui gagnent tous les appels à projets pour avoir des fonds. Puis il y a ceux qui disent ouais, moi je veux faire de l'intelligence artificielle pour comprendre des processus de raisonnement. Alors attention, j'ai pas dit pour comprendre comment nous raisonnons, mais pour comprendre des processus de raisonnement, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent par exemple à reproduire des processus d'intelligence animale. Il y a des gens qui considèrent que nous avons plusieurs intelligences et qui séparent leur type d'intelligence, et ainsi de suite. Du coup, je ne vais pas faire cette présentation, puisque les différents orateurs ont un petit peu abordé le sujet. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous expliquer ce que moi je fais en intelligence artificielle avec les équipes Polyris et puis dans le cadre de mes nouvelles fonctions. Donc je fais de l'intelligence artificielle qu'on appelle de l'intelligence artificielle développementale. Il y a des gens qui en ont déjà entendu parler, juste pour voir à quel point on est populaire. Ah, pas mal quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle développementale ? C'est une forme d'intelligence artificielle qui est inspirée de la psychologie développementale, Jean Piaget, pour ceux qui en ont entendu parler. Psychologie développementale qui s'intéresse à la façon dont, lorsqu'on est enfant, principalement, même si ça s'applique plus tard dans la vie, on procède pour construire une forme de connaissance. Vous l'avez mentionné dans la présentation précédente. Lorsqu'on est enfant, on a une motivation intrinsèque à apprendre. Alors, comment ça se matérialise dans mes recherches ? En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des agents qui n'ont aucune connaissance a priori sur leur environnement. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse à ce moment de mon explication pour vous rappeler la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur l'intelligence artificielle analytique, sur la notion de représentation de symboles, de représentation de langage, et pour vous rappeler aussi que pour ceux d'entre vous qui ont des enfants ou qui ont déjà vu des enfants, je pense que c'est à peu près le cas de tout le monde, un bébé ne parle pas. A priori, si vous lui dites chaise, il voit pas trop de quoi vous voulez parler, et pour autant, il est capable d'apprendre des choses. CQFD, il n'y a pas besoin du langage pour faire émerger de la connaissance. Donc nous, on fait des agents qui n'ont aucune représentation symbolique de leur environnement. Et puis, on a aussi un deuxième positionnement qui consiste à dire que ces agents qui n'ont pas de représentation symbolique de leur environnement, ils ne sont pas non plus passifs. Et c'est là que mes petits robots interviennent, c'est que avoir des robots, ça permet de rendre les agents actifs. Mais même en simulation, nos agents ne sont pas passifs. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font de l'intelligence artificielle, ils considèrent que l'agent a une perception de l'environnement. Étant donné la perception de l'environnement, l'agent va prendre une décision et va agir pour acter le résultat de cette décision sur son environnement. Nous, on pense que c'est une erreur de raisonnement de fonctionner comme ça. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et je vais vous donner un exemple tout simple qui m'a été inspiré par la présentation précédente. Imaginez qu'à tout moment dans votre vie,
vous perceviez l'intégralité de votre environnement. C'est-à-dire que là, pendant que je vous parle, vous voyez également la couleur des chaises, vous avez la sensation tactile du support sur lequel vous êtes assis, vous entendez le bruit du ventilateur, mais aussi le grésillement des néons. D'ailleurs, vous savez très exactement combien il y a de néons, et ainsi de suite. Bref, je vous la fais courte. Si vous percevez à tout moment l'intégralité de l'environnement qui est autour de vous, vous n'avez plus de place dans votre cerveau pour réfléchir. Donc nous, on se place dans un modèle qui est très proche des théories de l'énaction, dans lesquelles on considère que le monde n'est pas en tant que tel, mais il est au travers des interactions qu'on peut avoir avec ce monde. Et nos agents, quand on les développe comment ? Tout simplement, on leur donne la possibilité d'agir sur le monde, sauf qu'au lieu d'être une simple action, ça va être un ensemble de prévisions. Donc on parlait tout à l'heure de l'anticipation, donc de prévision de ce qu'on va faire sur l'environnement. L'agent va avoir une expectative sur le résultat de son action effectuée dans l'environnement, et en fonction du résultat obtenu, s'il est conforme à ses prévisions, alors l'agent va être satisfait. S'il n'est pas conforme à ses prévisions, alors l'agent va être déçu. Et en fait, de manière intrinsèque, dans notre agent, on utilise deux éléments principaux pour guider l'apprentissage. Le premier élément, c'est sa capacité à bien prédire ce qui va se produire. Et le deuxième élément, c'est la satisfaction intrinsèque que lui apporte l'interaction. Donc si typiquement l'interaction c'est manger pour satisfaire le besoin de faim qui doit commencer à se faire sentir pour la plupart d'entre vous, alors l'agent est d'autant plus satisfait. Alors je vais juste vous montrer une vidéo d'exemple, puis le reste sera du teasing, vous pourrez aller voir sur le site web. Je vais d'abord vous expliquer comment fonctionne la vidéo et puis ensuite je la déclencherai, comme ça vous aurez le temps de regarder ce qui se passe. Dans cette vidéo, on a deux agents, un à gauche et un à droite. Ces deux agents sont programmés exactement de la même façon. C'est le même algo. L'algo est déterministe. Il n'y a aucune part d'aléatoire. Alors on pourrait rajouter de l'aléatoire pour faire un petit peu de diversité, de variation. Mais ici, pour les besoins de l'expérimentation et surtout pour prouver le message qu'on veut faire passer, on a un algo déterministe. C'est-à-dire que l'expérience est parfaitement reproductible. Je peux appuyer 3000 fois sur le bouton, il se passera 3000 fois exactement la même chose. Donc ces deux agents sont identiques, les algos sont déterministes, l'environnement est exactement le même. Donc l'environnement ici c'est tout simple, c'est un aquarium dans lequel il y a des poissons qui se baladent, notre agent c'est le triangle, son but dans la vie il n'y en a pas, puisque justement quand on conçoit des agents selon une approche d'apprentissage développemental, il n'y a pas de tâche a priori à accomplir. Et tout ce qu'on sait c'est que si l'agent prévoit bien le résultat de son interaction, il est content. Et accessoirement, lorsqu'il mange un poisson, alors ça, c'est la sémantique que moi, j'ai rajoutée pour que vous compreniez l'expérience, mais pour l'agent, ça veut strictement rien dire. Lorsque l'agent mange un poisson, hop, ça fait +1 sur sa motivation, enfin sur sa satisfaction de sentiment de faim. Et encore une fois, l'agent ne sait pas ce que c'est qu'un poisson, l'agent ne sait pas ce que c'est que manger. Voilà. Et donc, on va exécuter la vidéo. Alors, déplacer. Hop. Voilà, c'est parti. Donc, ah mince, c'est pas au début. Enfin, c'est au début. Moi, je veux pas que ça soit au début. Ça, c'est parce que vous avez spoilé ma présentation. Voilà. Donc, on va lancer l'expérience. Ça va commencer par l'agent de gauche, pour que vous ayez le temps de regarder. Donc, au début, l'agent babille, comme un bébé ferait dans la vraie vie. Il fait un peu n'importe quoi et soudainement, il a réussi à manger un poisson. En fait, ce que vous pouvez observer, c'est que maintenant qu'il a réussi à manger son premier poisson, il va tenter de reproduire la séquence d'interaction qui lui a permis de manger le premier poisson. Et il se trouve que cette séquence d'interaction, c'est une séquence qu'on appelle en escalier. Il a toujours la même stratégie. On lance la deuxième expérimentation, elles sont distinctes. On a collé les vidéos juste pour les besoins du slide. Et dans cette deuxième expérimentation, il se passe la même chose au début. Le poisson babille, l'agent babille, il finit par réussir à manger un poisson. Et là, sa stratégie pour aller manger le poisson, c'est une stratégie qu'on appelle une stratégie en U-turn, c'est-à-dire qu'il avance à fond vers le poisson. Dès que le poisson est sorti de son champ de vision, hop, il fait demi-tour et il va le manger. Alors pourquoi c'est intéressant ? Vous allez me dire, c'est un peu nul, on a vu des trucs sur la conscience, machin, les cyberpunk, tout ça, et toi tu nous présentes deux poissons avec deux traits noirs. C'est pas terrible. En fait, c'est absolument génial quand on y pense. D'une part, parce que c'est nous qui l'avons fait quand même, il faut dire ce qui est. Mais surtout, parce qu'en montrant ce type d'algo, on arrive à prouver qu'on a des agents qui sont capables d'émergence de comportement. Prenez un algo de deep learning qui apprend à reconnaître des chats. La seule façon pour lui de
faire émerger un concept différent de chat, c'est de s'entraîner sur différentes images. Mais il n'a pas sa propre représentation du chat. Tous les algos de deep learning ont la même représentation du chat s'ils ont été entraînés sur le même jeu de données. Ici, on a des agents qui sont capables de faire émerger des comportements différents du simple fait que, et c'est le message à retenir, du simple fait que lorsqu'ils ont évolué dans leur environnement, ils ont vécu des expériences différentes. Et c'est tout le propos de nos recherches. Alors évidemment, on ne fait pas que des agents, mais cette vidéo-là, elle est rigolote à montrer. Mince, pardon. Ah oui, mais alors ça ne marche plus, là, puisque il croit que c'est la vidéo, mais moi je veux le slide, tout ça. Hop. Ah, voilà. Alors, du coup, je vous ai dit que je ne vous montrerai pas les autres vidéos, mais je fais un peu de teasing, donc on a fait des trucs un peu plus compliqués. Un agent, un environnement, c'était pas suffisant. Donc après, on a fait des environnements un peu plus riches, par exemple avec un poisson dans un, avec des requins, pardon, qui doivent manger des poissons et des fleurs. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est comment on fait pour développer nos recherches. Bah, tout simplement, donc on fait des agents en simulation, mais ce qui nous intéresse en particulier, c'est l'objet que vous voyez au-dessus des agents. Qu'est-ce que c'est que cet objet ? C'est ce qu'on appelle la trace d'interaction. Et encore une fois, je fais le lien avec la présentation précédente. Comment on fait pour construire ces connaissances lorsqu'on interagit avec l'environnement ? Tout simplement, on se projette dans l'avenir, on mémorise, et c'est là que rentre en jeu la mémoire, on mémorise la séquence d'interaction qui nous a permis d'aboutir à un certain objectif, et ensuite on réutilise cette séquence d'interaction comme une amorce pour savoir ce qu'on va devoir faire à l'étape suivante. Donc on a développé tout un tas d'outils qui nous permettent de visualiser ces séquences d'interaction, parce que pour l'agent, ces objets que vous voyez sont juste des valeurs dans une mémoire. Pour nous, on a besoin d'associer des concepts à ces valeurs. Alors, si vous n'êtes pas encore convaincu, je vous invite, alors pour ceux qui veulent, j'ai apporté un iPad, vous pourrez tester après. Je vous invite à essayer le jeu qui s'appelle Little AI, qui pour l'instant est disponible que sur iPad, mais la version grand public sort en juin, qui est une application où l'intelligence artificielle, c'est vous. Alors c'est sympa parce qu'en fait, ça vous fait replonger en enfance, la partie de votre enfance dont vous n'avez aucun souvenir, où vous allez pouvoir voir à quel point c'est difficile de construire des séquences d'interaction pour se représenter un monde sans pour autant avoir un retour direct du monde dans lequel vous évoluez. Voilà, donc c'est juste une illustration de cette application. Vous pouvez contrôler un petit agent et vous allez voir que ce qui est super frustrant, c'est, je pense, le seul jeu extrêmement simple auquel vous n'allez vraiment pas arriver à jouer. Seuls les enfants de moins de 4 ans y arrivent assez rapidement. Ok, alors, juste pour conclure, parce que j'avais prévu de couper de rattraper le temps perdu, on va dire. Donc, comme je vous ai dit en introduction, souvent, j'aime bien me projeter. Et donc, quand je fais de la recherche en IA développementale, et en particulier quand j'essaye d'appliquer mes algos sur les robots, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas encore inventé aujourd'hui, ou qu'est-ce qui est dans les tiroirs des chercheurs dans les laboratoires, qui va nous permettre de nous faciliter la vie demain. Alors, c'est très instructif de travailler sur des robots. Je ne sais pas qui parmi vous a eu déjà l'occasion de travailler sur des robots, mais alors, moi, je le fais depuis 3 mois à temps plein maintenant. Rassurez-vous, on a encore le temps avant qu'il domine le monde. Largement. C'est-à-dire que quand vous lui dites John, il comprend John. Et à partir de là, on sait qu'on est tranquille pour un moment. Par contre, il y a un truc qui me frustre, et comme vous êtes là pour être créatif, je vous soumets ça, c'est que je ne sais pas qui est l'idiot qui a décidé que la donnée, ça devait être représenté par des 0 et des 1. Voilà. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que lorsqu'on essaye de construire une mémoire comme celle que je vous ai montrée, ou une mémoire spatiale pour permettre à un agent de se balader dans l'environnement, ou lorsqu'on essaye d'établir des connexions neuronales, on est obligé de passer par 28 couches algorithmiques de simplification, complexification, resimplification du problème, pour résoudre des problèmes qui pourraient probablement être résolus de manière beaucoup plus efficace si on avait d'autres formes de représentation de l'information. Alors, je ne sais pas de quoi demain sera fait, et encore moins dans 50 ans, mais mon avis sur la question, c'est que les 0 et les 1 pour représenter de l'information sont en train de vivre leur dernier jour. Voilà, je vous remercie. Merci Amélie. Donc on va écourter un petit peu les 30 minutes de débat qu'on avait prévues. Elles vont se transformer en 20 minutes pour qu'on puisse aller profiter du cocktail. Je vais placer les canapés et puis on reprend tout de suite.